Ah oui, moi je vais être. Ouais. Alors, c'est vrai que je me suis pas tant chronométré que ça et j'étais quand même un peu chronométrage. Oui, voilà. C'est fini ou c'est fini? Voilà, non, mais moi ça me va aussi. C'est juste que je vais essayer d'aller vite. Oui, oui, très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Non, c'est pas tout de suite. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Super, super. Donc, je m'appelle Manon Le Caplin. Je suis directrice des musées de Poitiers et je suis sur cette estrade avec Camille Belvez, conservatrice au musée de Poitiers, responsable des collections Beaux-Arts, Arts décoratifs et Ethnographie, et Eva Belgarbi, membre du collectif Femmes Artistes en Réseau, association qui nous accompagne depuis le début de cette exposition et pour ces rencontres aujourd'hui et demain. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui en si grand nombre. On ne s'attendait pas, quand on a préparé cet événement, à avoir autant de monde pour un événement comme celui-ci. Donc, merci aux intervenants et intervenantes qui ont accepté de participer à ces 2 journées qui s'annoncent riches. Merci aussi aux organisatrices, co-organisatrices, membres de Femmes Artistes en Réseau, aux collègues du Musée Sainte-Croix qui ont participé également à l'organisation de ces journées. Et merci à vous, public, auditeurs, auditrices. On reconnaît dans la salle des collègues de musées de plus ou moins loin, Tours, Bourges, Paris, etc., nos gens. Donc voilà, on est ravis de vous accueillir. On est ravis aussi d'accueillir nos publics habituels qu'on reconnaît dans la salle et qu'on voit très assidus à tous ces événements qui se passent en marge de cette exposition. Les 2 journées qui nous attendent sont des rencontres qu'on a choisi d'intituler « Regard sur la musée »,
au cœur d'une collection. Ces rencontres se déroulent en marge de l'exposition qui s'appelle La Musée, une collection d'artistes femmes et qui est ouverte depuis le 6 décembre 2024 au musée Sainte-Croix jusqu'au 18 mai 2025. Cette exposition, elle valorise un don exceptionnel que nous avons reçu en 2024, un don de plus de 500 œuvres d'artistes femmes que l'on doit à Madame Eugénie Dubreuil, qui est présente aujourd'hui et que nous remercions encore et encore et encore sincèrement. Je le disais donc, on est ravis, on va dire beaucoup de fois ces 2 jours qu'on est ravis. On est ravis de vous accueillir et de vous voir aussi gourmands et gourmandes de cette démarche de valorisation des artistes femmes que nous portons au musée Sainte-Croix, qui est très visible depuis le mois de décembre grâce à cette exposition La Musée. Mais cette démarche de valorisation des artistes femmes, elle est bien plus ancienne que cela. Il y a des personnes qui m'ont déjà entendu le dire 40 fois, mais on va le répéter parce qu'on le répète jamais assez. Le musée Sainte-Croix, depuis les années 80, est actif dans la valorisation des artistes femmes. Cette démarche de valorisation, elle est due à un binôme de conservateurs-conservatrices à l'époque, Bruno Godichon et Blandine Chavannes. Bruno Godichon et Blandine Chavannes donc, arrivent conservateurs et conservatrices dans les années 80 au musée Sainte-Croix sous la direction de Michel Réroll. Et ils s'intéressent aux collections, à ce qu'il est possible de valoriser dans les collections. Il se trouve que dans les collections, il y a déjà à l'époque des artistes femmes. Le coup d'envoi, on va dire, de cette démarche de valorisation, on va dire que c'est 1984. 1984, pourquoi ? Parce qu'au musée Sainte-Croix se tient la deuxième étape de la rétrospective, première rétrospective en France consacrée à Camille Claudel. Une rétrospective qui est notamment due aux nombreux travaux de recherche et années de recherche qui ont précédé et qui sont dus à Madame Anne Rivière, notamment, qui est là dans la salle aujourd'hui et que nous remercions sincèrement pour sa présence. Donc en 1984, exposition Camille Claudel, qui donne vraiment un coup de projecteur sur le musée Sainte-Croix, sur sa démarche de valorisation des artistes femmes et les familles d'artistes, les descendantes d'artistes, les ayants droit d'artistes et notamment d'artistes femmes contactent Bruno Godichon et Blandine Chavannes pour leur montrer les œuvres de leurs aïeuls. Bruno Godichon et Blandine Chavannes étant très curieux et très désireux de valoriser des talents méconnus, puisque c'est de ça dont il est question, donnent suite à tous ces échanges. Et on a comme ça, en une dizaine d'années, une véritable politique qui se met en place d'intérêt à l'endroit des artistes femmes, qui se matérialise par des acquisitions et des expositions temporaires, l'une entraînant l'autre ou inversement. Et on a comme ça, en 10 ans, quasiment une exposition d'artistes femmes par an, voire plus. Parfois, on n'a que des monographies d'artistes femmes, certaines années. Énormément d'acquisitions également d'artistes femmes. Pour ne citer qu'elles, Sarah Lipska, Romaine Brooks, Odette Pauvert, qui ont, pour l'une d'entre elles, Odette Pauvert, Romaine Brooks également, droit également à leur exposition. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le musée Sainte-Croix, Bruno Godichon et Blandine Chavannes, sont déjà très attentifs à l'aspect permanent de cette valorisation. Et donc, les artistes femmes intègrent le parcours permanent. On a des documents d'archives qui en témoignent. Et par exemple, l'artiste Sarah Lipska, dont le musée Sainte-Croix acquiert 82 œuvres dans les années 80, est tout de suite insérée dans le parcours permanent. Et on a des archives, des lettres de la fille de l'artiste qui en témoignent et qui remercient le musée Sainte-Croix de cette valorisation dans le permanent. Puisqu'on ne le dira jamais assez, la valorisation des artistes femmes est fondamentale. Elle est en marche ces dernières années, depuis 2009 notamment, et l'exposition, elle, au Centre Pompidou. Mais ce qui importe, c'est surtout la permanence de cette valorisation. Sortir de l'événementiel, sortir des expositions temporaires pour les insérer véritablement dans les parcours muséaux et dans tous les discours également qu'on construit autour des artistes. Quand on demande à Bruno Godichon et Blandine Chavannes quel était l'état d'esprit dans les années 80, Bruno Godichon nous dit qu'au début, il n'y avait pas cet engagement vraiment en faveur des artistes femmes, que c'était plutôt une curiosité, une vraie volonté de mettre en valeur, encore une fois, des talents méconnus. Il dit néanmoins qu'au bout d'un moment, il y a eu cet engagement, on pourrait parler de militantisme, en tout cas cet engagement féministe, je tente le mot,
qui se matérialise et qui fait que pendant 10 ans, le musée Sainte-Croix a une politique qui est complètement inédite en France à l'endroit des artistes femmes. Cette politique et cette démarche de valorisation est reprise dans les années 2010 sous l'impulsion d'un autre binôme de conservateurs et conservatrices, Pascal Faracci, directeur des musées de Poitiers, et Raphaël Martin-Pigalle, conservatrice responsable des collections Beaux-Arts, Arts décoratifs et ethnographie, qui est présente aujourd'hui. Et de nouveau, donc il y a cet intérêt à l'endroit des artistes femmes avec de nouveau des acquisitions, notamment des pièces très importantes de certaines artistes, Sarah Lipska, Maria Blanchard, etc., Camille Claudel, 2017. Des expositions également, Romaine Brooks par exemple, ou encore l'exposition Belle de jour en partenariat avec le Palais Lumière d'Évian et le Musée d'Art de Nantes. Le premier colloque aussi avec l'association Aware qui s'intitule Parentèle, qui s'intéressait à la question de la parentèle des artistes femmes. Tout ça donc mûrit, éclos dans les années 2010 et 2020. Commence en fanfare en 2022 avec la prise de contact d'Eugénie Dubreuil avec les musées de Poitiers. 2022, les premiers contacts sont pris avec Madame Dubreuil qui, au terme de 2 ans de travail en interne au musée Sainte-Croix, aboutissent en mars 2024 à l'acquisition de cette collection La Musée. Cette collection qui fait donc l'objet d'une exposition temporaire que vous aurez le loisir de découvrir si ce n'est pas déjà fait aujourd'hui ou demain. Cette exposition, on peut parler entre guillemets de manifeste. Manifeste pour Camille Belvez, moi-même et l'ensemble des équipes du musée Sainte-Croix. Manifeste puisqu'elle s'intéresse, et vous le verrez dans le parcours de l'exposition, aux questions sociologiques. C'est quasiment une expo de sociologie avant d'être une expo d'histoire de l'art. Elle s'intéresse aux différents mécanismes qui ont conduit à la marginalisation des artistes femmes, puisqu'aujourd'hui, il ne suffit pas de revisibiliser les artistes femmes, mais bien d'expliquer tous les mécanismes qui ont conduit à leur écartement de l'histoire de l'art et des musées, et ce, afin de les déconstruire. Tout ça en se nourrissant évidemment des études de genre qui sont très en avance dans le milieu universitaire. Ce qui caractérise une autre de notre approche au musée Sainte-Croix aujourd'hui, c'est le lien très étroit que l'on souhaite avec la recherche, d'où l'organisation également de ces journées. Le lien très étroit avec la recherche qui est, à notre sens, fondamental pour mieux parler des artistes femmes et parler d'elles de la manière la plus juste possible. Voilà pour ce petit préambule pour ma part. Et je vais laisser Camille continuer sur le projet La Musée pour vous en dire un peu plus. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler un tout petit peu de La Musée, puisque c'est quand même la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Donc La Musée, c'est cette collection de 523, ou même 526 maintenant, œuvres d'artistes femmes qui a été rassemblée par Madame Dubreuil et qu'elle a eu la générosité de nous faire don au musée de Poitiers. L'exposition qui est présentée actuellement en présente environ 300, donc un bon échantillon quand même de cette énorme masse qu'on a le plaisir de recevoir au musée Sainte-Croix. C'est une collection très hétéroclite qui va du XVIIe siècle à nos jours avec des médiums très variés, peinture, sculpture, art décoratif, art graphique, miniature. Et c'est cette diversité qu'on veut vous montrer aujourd'hui avec ces 2 journées qui permettent finalement d'avoir des focus un petit peu plus précis sur certaines des artistes de ce fond. Parce que si vous avez déjà vu l'exposition, vous aurez compris qu'on ne parle pas tant que ça des artistes dans cette exposition. On a voulu finalement ne pas faire une succession de biographies individuelles comme c'est le cas dans certaines expositions d'artistes femmes, déjà parce que ça nous semblait un petit peu indigeste au vu de la masse d'œuvres présentées, mais aussi parce que ce n'est pas ce qui nous semblait le plus pertinent pour problématiser justement cette collection et ce travail de collectionneuse. On a donc adopté un parcours thématique en 3 temps. Un premier temps sur Eugénie Dubreuil, son approche de collectionneuse, sa pratique artistique, les réseaux dans lesquels elle s'est inscrite également. Une deuxième partie sur la collection en tant que telle, les ensembles qui s'en dégagent et qu'on analyse au prisme de la hiérarchie des genres et des études de genre. Et une troisième partie, un petit peu plus méta, un peu plus réflexive, sur l'institutionnalisation de cette collection et sur le rôle social du musée tel qu'on le perçoit aujourd'hui à Poitiers. Qu'est-ce que ça veut dire pour un musée public d'acquérir des œuvres d'artistes femmes et pourquoi est-ce que c'est important ? Donc, vous le voyez, on parle assez peu finalement d'histoire de l'art, assez peu des artistes dans l'exposition, et c'est pour ça que ça nous semblait important d'organiser ces 2 journées
pour justement inviter soit des professionnels de musée ou du monde de l'art, soit des chercheurs ou chercheuses qui ont œuvré ou qui œuvrent à la valorisation de certaines des artistes du fonds La Musée. Cette double approche à la fois professionnelle du monde de l'art et universitaire nous semblait primordiale et ça fait partie de notre projet pour les années à venir puisque, en plus du don de la collection d'Eugénie Dubreuil, le musée Sainte-Croix a bénéficié d'une dotation financière de 150 000 €, une dotation faite par le fonds de dotation Les Beaux-Yeux créé par Eugénie Dubreuil en 2011 et qui œuvre à la valorisation des artistes femmes. Grâce à cette exceptionnelle dotation financière, on a pu mener un projet, on est en train de construire un projet de valorisation des artistes femmes pensé sur 5 ans, 2024-2028, et qu'on a décidé d'axer très majoritairement sur le lien avec la recherche. Manon vous l'a dit un petit peu, on estime aujourd'hui qu'il est indispensable pour les musées de travailler le plus étroitement possible avec le monde universitaire, d'abord parce qu'on a conscience que sur les questions d'études de genre, l'université a quelques longueurs d'avance sur les musées, et aussi parce qu'on estime qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres de nos pratiques respectives. On a donc décidé à partir de 2026 d'organiser des rencontres annuelles entre professionnels de musées et universitaires pour échanger sur la question de la valorisation des artistes femmes et sur les études de genre plus largement. Donc aujourd'hui, les rencontres qu'on organise sont en quelque sorte une préfiguration de ces rencontres qui se tiendront au musée Sainte-Croix à partir de 2026 et auxquelles vous serez toutes et tous invités, bien sûr. Ce projet, on le monte donc en partenariat avec Phare, Femmes Artistes en Réseau, un collectif de chercheuses très dynamique avec lequel on a collaboré déjà pour l'exposition. Ce sont elles qui ont écrit notamment les petits textes du livret que vous verrez à l'entrée de l'exposition et qui permet de faire un fil conducteur dans l'exposition puisque je vous ai parlé du parcours thématique, mais en plus de ce parcours thématique, on a aussi un grand mur qu'on a intitulé « Une autre histoire de l'art » et qui propose cette fois-ci une sélection chronologique de 70 œuvres de la collection La Musée, allant du XVIIIe siècle à nos jours. Ce mur, on l'a voulu comme une incarnation de ce que Eugénie Dubreuil appelle la contre-proposition au discours dominant dans les musées et dans l'histoire de l'art qui exclut traditionnellement les femmes. Ici, finalement, on propose l'expérience assez radicale d'une histoire de l'art sans hommes. Alors on le dit de manière un petit peu provocatrice, notre but n'est pas d'exclure les hommes de l'histoire de l'art, bien sûr, mais plutôt de faire réfléchir sur le fait que pendant longtemps, on a écrit une histoire de l'art sans femmes et ça ne choquait personne. Alors pourquoi est-ce que le contraire devrait déranger aujourd'hui ? Le collectif Phare a aussi contribué au catalogue, qu'on vous invitera bien sûr à consulter à la librairie du musée, et qui est ici d'ailleurs, avec un ensemble d'ouvrages rédigés auxquels ont contribué les intervenants et intervenantes des 2 journées auxquelles nous participons aujourd'hui. Donc voilà, ce partenariat avec Phare, il est important pour nous. C'est aussi une manière de renforcer ce lien avec le monde de la recherche, de travailler toujours en collectif aussi, parce qu'on réfléchit beaucoup mieux à plusieurs. Et ça, on s'en rend compte à l'échelle du musée et à l'échelle aussi des partenariats qu'on tisse. Et c'est vraiment très, très précieux. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Eva Belgerby, cofondatrice de cette association Phare, en la remerciant, en remerciant ce collectif, en remerciant encore une fois Eugénie Dubreuil et en vous remerciant toutes et tous d'être ici aujourd'hui. Tout d'abord, merci à toutes et tous d'être ici. Merci à vous deux, parce que littéralement, sans vous, on ne serait pas là. Et oui, j'allais y venir. Eugénie Dubreuil aussi, quand même, qui est quand même déjà une personne formidable. On s'est rencontrées toutes et c'est passionnant de voir que cet intérêt pour les femmes artistes, il ne date pas d'hier, en fait. Et c'est encore plus passionnant aussi de voir que cette collection peut aussi être institutionnalisée et rentrer au musée et donc profiter au plus grand nombre. Nous, le Phare, je vais un petit peu parler de qui nous sommes. On est une association qui a été créée en 2023, donc on est assez récent. Mais en fait, on ne débarque pas non plus de nulle part. C'est-à-dire qu'on a un collectif de chercheuses, on se connaît toutes quand même depuis plusieurs années. Puis surtout, on s'est toutes réunies autour de Catherine Gonard, qui est présente ici, et qui, pour le coup, elle a travaillé vraiment sur les femmes artistes depuis des années, depuis les années 2000, mais voire même avant. Elle a notamment beaucoup travaillé sur Hélène Berthaud et... Hélène Berthaud, on reviendra sur cette personnalité, notamment cet après-midi, parce que c'était une sculptrice de la fin du 19e qui a inventé un collectif fabuleux qui s'appelle l'Union des femmes peintres et sculpteurs,
dans les années 1880. Donc vous voyez, ça date à nouveau pas non plus d'hier. Voilà, on s'est dit que ce serait pas mal finalement d'organiser un petit collectif à nous de chercheuses pour valoriser cette histoire des réseaux et du collectif. Parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on se concentre beaucoup sur des sortes d'héroïnes de l'art, des grandes figures hyper connues, mais finalement, on laisse un peu de côté, en tout cas, que ce soit dans les médias ou même dans les expositions, finalement, des personnalités peut-être un peu plus secondaires, mais qui, mine de rien, font partie de réseaux de femmes artistes et ont participé, en fait, à des milieux artistiques qui étaient en plus mixtes. Ça, je voudrais un peu insister là-dessus, c'est-à-dire que nous, en tant que chercheuses, d'ailleurs, je vais citer tout de suite mes camarades qui sont donc Camille Philippon, Anouk Chambard. Vous les retrouverez notamment en modération aujourd'hui. On a aussi Clémence Rinaldi qui est ici et qui est aussi 19e. Donc, vous voyez, les femmes artistes, ça ne date pas non plus du XXe siècle. On a aussi Franny Tachon, on penserait fort à elle, elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle est sur les années 70. Et puis, moi, évidemment, et j'oublie évidemment quelqu'un, parce qu'en fait, on a des nouvelles aussi cette année, mais ça, on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, voilà, on est ces cofondatrices de ce collectif, et notre but, c'est justement de montrer que les études de genre, par exemple, c'est pas que l'étude des femmes. Donc tout de suite, rassurez-vous. En fait, ce qu'on veut, nous, c'est restituer un milieu artistique mixte. Donc quand on travaille sur les femmes, on travaille aussi sur les hommes. Moi, je suis particulièrement bien placée pour le savoir parce que je travaille sur la transmission d'un savoir artistique et je me rends compte qu'en fait, toutes ces sculptrices qui apprennent la sculpture, elles l'apprennent avec des hommes. Donc, je ne peux pas les exclure de mon histoire de l'art, parce que sinon ce ne serait pas scientifique. Et finalement, c'est ce qu'on fait un petit peu ici aussi avec la musée, c'est-à-dire qu'on parle quand même des hommes. Je ne cherche pas à vous rassurer, hein, mais c'est juste que voilà, je prends les devants sur les critiques qu'on pourrait potentiellement nous faire, parce que voilà, on les entend souvent. Donc moi, ce que je trouve aussi très intéressant, enfin ce que nous, on trouve très intéressant avec la musée, c'est cet exercice intellectuel d'imaginer une histoire de l'art sans les hommes. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on va faire. C'est juste, justement, réfléchir sur, nous interroger finalement sur nos pratiques curatoriales, mais aussi nos pratiques de recherche. Ce qu'on a beaucoup aussi apprécié, c'est que le musée de Poitiers fasse appel à nous, parce que effectivement, comme vous le disiez toutes les deux très bien et beaucoup mieux que moi au demeurant, c'est important de faire des liens entre recherche et musée. On aurait plutôt tendance à penser que c'est naturel, mais en fait absolument pas. Nous, on a bénéficié grâce au musée de Poitiers de financement, par exemple, que ce soit pour l'écriture du texte collectif de Clémence, Anouk et Camille dans le catalogue, d'argent en fait, et parce que souvent ce qui manque dans la recherche, comme dans la culture et un peu partout, pour ce qui est intéressant en tout cas, c'est l'argent. Donc pas d'argent, pas de recherche. Donc nous, on a été vraiment très heureuse de collaborer avec le musée de Poitiers, parce qu'on sent qu'il y a aussi un respect mutuel. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas juste comme ça... comme, je sais pas, on n'est pas infantilisé en fait. Ça peut paraître très bizarre dit comme ça, mais on a beaucoup aimé cette collaboration horizontale. Et là, pour le coup, on a un vrai partage de connaissances. Pareil ici, on est aussi rémunéré pour ce qu'on fait. Enfin, je pense que c'est important de parler d'argent pour la recherche et les musées, parce que ça montre aussi un vrai engagement de la part des musées. Tout comme pérenniser des accrochages avec des artistes femmes dans les musées, c'est ne plus jouer que sur l'événementiel. Et c'est pareil pour la collaboration recherche et musée. Et ça, je pense que c'est très important, parce que c'est pas si évident. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et moi, je suis particulièrement contente que ce soit un musée territorial qui montre qu'on n'a pas besoin non plus forcément d'être une grosse machine. Je ne vais pas du tout citer le Centre Pompidou, le Louvre ou le musée d'Orsay, mais je veux dire par là que quand même les initiatives stimulantes en ce moment, elles se passent dans les musées territoriaux.
Et d'ailleurs, on en reparlera voilà, pendant ces deux journées. Et je suis très contente que ça se passe aussi à Poitiers, parce que Poitiers, en 2016, le colloque Parentel, c'était mon premier colloque en tant que chercheuse. J'étais terrifiée, j'étais au bout de ma vie, j'étais là, sur le côté. Et du coup, voilà, je suis contente que Manon et Camille reprennent ce flambeau et continuent sur cette lancée. Et je vais arrêter de parler parce que voilà, on va peut-être laisser place à ces rencontres. Et en tout cas, merci beaucoup. Un événement comme celui-ci, ça demande beaucoup de travail pour les personnes qui organisent des colloques ou des rencontres comme ça, vous le savez. Beaucoup de travail en coulisses, notamment. Et merci donc à nos collègues de l'ombre, sans qui rien ne serait possible ici au Musée Sainte-Croix. Merci à l'ensemble des collègues que je ne vais pas citer aujourd'hui. Et merci également, et en particulier, aux collègues très investis dans la préparation de ces deux journées. Merci à Hélène Duplat et Christine Schertz sur le volet administratif, un volet conséquent pour ce genre d'événement. Merci à Stéphanie Cousset, Sarah Lacroix et Céline Martel du service des publics, communication, accueil public, logistique, etc. Sans qui vous n'auriez pas de café, vous n'auriez pas de chaise, vous n'auriez pas de programme, vous n'auriez rien. Cette journée n'existerait pas. Merci aussi à Brianne Dudognon, coordinateur de l'équipe d'accueil et de surveillance, et à son équipe, toute son équipe, ici et en salle. Donc je remercie plus particulièrement Stéphane Michaud et Céline Ongari qui sont vos hôtes aujourd'hui, et Quentin Leclou et Nicolas Leclou qui seront vos hôtes demain. Merci aussi à nos deux médiateurs, médiatrices qui assureront une partie des visites du Musée Sainte-Croix demain après-midi. Merci infiniment aux équipes du Musée Sainte-Croix pour la préparation de ces deux journées et le montage de cette exposition qui a été fait en un temps record et qui a demandé une mobilisation exceptionnelle. Je les remercie du fond du cœur une nouvelle fois. Ces deux journées, on va passer au moment logistique là. Ces deux journées font l'objet d'une captation vidéo, non pas retransmise en direct, mais qui sera retransmise ultérieurement sur la chaîne YouTube de la ville de Poitiers, sur le canal Musée Sainte-Croix. Vous y retrouverez donc toutes les communications qui nous seront délivrées par des professionnels de musée, des commissaires d'exposition, des chercheurs et chercheuses, des communications qui sont structurées en 6 panels thématiques sur ces 2 jours, comme vous pouvez le voir dans vos petits programmes détaillés. Nous vous invitons également à nous retrouver toutes et tous ce soir dans l'accueil du musée à 17h30 pour un moment plus convivial où on aura le temps d'échanger, et le tout en musique avec un petit buffet, etc. Ce qui nous donnera vraiment l'occasion d'échanger de manière informelle sur ce qui se passe aujourd'hui, sur ce qui va se passer demain, sur ce qui s'est passé hier, etc. Dernier point de détail, si vous le souhaitez, le musée Sainte-Croix vous est accessible gratuitement aujourd'hui. Il suffit de vous présenter à l'accueil en disant que vous êtes participant au colloque, aux rencontres. Je tiens simplement à vous informer qu'une partie du musée est fermée aujourd'hui pour des raisons d'effectifs. Et notamment à partir de 12h30, toute la partie archéologique sera fermée. Et à partir de 16h30, ne sera plus accessible que l'exposition La Musée. Et ce, jusqu'à 18h. Ici, ça va se terminer vers 17h. On vous retrouve à 17h30 dans l'accueil. Si vous souhaitez faire un petit tour dans le musée en attendant, you're welcome. Vous êtes les bienvenus. J'arrête de parler, puisque comme moi, vous avez sans doute soif, enfin, c'est moi qui ai soif, ou hâte d'entendre tout ce qui va être dit, toutes ces communications passionnantes. Et sans plus finir, je laisse la parole à la première modératrice pour le premier panel.
c'est bon, les verres d'eau sont servis, nous pouvons commencer. Alors bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Camille Philippon, donc je suis une des membres cofondatrices du phare qu'on vient de vous présenter. Et je vais animer cette première session de discussion. Nous ouvrons donc le bal avec cette session intitulée donc Femmes peintres en leur réseau. Alors, l'exposition La Musée rassemble un nombre très important de peintres. Leurs œuvres, exposées les unes avec les autres, s'y font écho. Ainsi, celle qui est à l'origine de cette collection, Madame Eugénie Dubreuil, les a d'une certaine manière déjà mises en réseau lorsqu'elle les a choisies. Mais qu'en est-il des connexions qu'ont développées ces artistes? Avec qui ont-elles évolué, créé, vécu? Une vie ne se fait jamais seule et l'art non plus. L'ensemble que forme cette collection, La Musée, est un très riche exemple pour le rappeler. C'est pourquoi donc, nos deux intervenantes qui vont parler dans cette session vont évoquer les cas de deux femmes peintres en leur, au pluriel, réseau. Donc, nous allons commencer avec Joanne Fleury de Witt. Joanne Fleury de Witt, vous êtes marchand d'art et votre intérêt se porte particulièrement donc, sur les femmes surréalistes. Et après avoir été directeur de galerie, vous vous consacrez depuis 6 ans à l'acquisition et la vente d'œuvres, ainsi qu'à l'accompagnement de collections privées et institutionnelles. Et en 2024, vous avez été commissaire de l'exposition sur Marie-Laure de Noailles, en mettant en lumière pour la première fois donc, cet artiste depuis son décès en 1970. Donc avec son œuvre qui était particulièrement méconnue, replacée donc dans son cadre historique et remise en contexte avec les œuvres de ses pairs, tels que Dorothea Tanning ou Valentine Hugo. Vous avez également écrit les textes du catalogue d'exposition préfacé par Bernard Blistens, qui, si je ne me trompe pas, est disponible sur la table juste ici. Voilà. Et en 2025, vous inaugurerez une galerie à Paris. Et vous allez aborder le cas de Marie-Laure de Noailles pour ses activités de peintre, mais plus largement d'artiste, mais aussi de mécène, dans donc, le contexte de son statut particulier d'aristocrate. Et ensuite, nous allons entendre Marion Sergent. Marion Sergent, vous êtes commissaire d'exposition, docteur en histoire de l'art contemporain de Sorbonne Université, chercheuse associée au Centre André Chastel et attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Strasbourg. Vous avez soutenu une thèse en 2021 sur les artistes musicalistes et vous avez publié en 2022 aux éditions Fage pour la collection de l'École des Modernités l'ouvrage intitulé Louise Janin, l'art de l'entre-deux, tiré de vos recherches de master, et nous avons également un exemplaire disponible sur la table. Et votre prochain article à paraître dans la revue Société et Représentation s'intitule Les portraits de la compositrice Armande de Polignac, 1876-1962, de l'élégante à la garçonne. Et vous aborderez donc le cas de Louise Janin, en revenant notamment sur les multiples cercles qu'elle a fréquentés d'un continent à l'autre. Voilà, donc je vous laisse la parole en commençant par Joanne Fleury de Witt. Alors, est-ce que ça marche ? Alors, je vais commencer par des remerciements, parce que pour peur de les oublier, je préfère les faire tout de suite. D'abord, je remercie le musée Sainte-Croix et de m'avoir invité à participer à ce colloque. Et je remercie aussi la Villa Noailles, qui a été incroyable et qui a fait vraiment un travail magnifique d'accompagnement voilà, pour cette exposition, qui est d'ailleurs toujours visible jusqu'au 5 mai, puisqu'elle a été prolongée. Voilà. Donc, comme cela a été dit, c'était une exposition sur Marie-Laure de Noailles. Moi, je suis marchand de tableaux depuis 7 ans et j'ai été d'abord marchand de surréalistes et assez classiquement et un peu, voilà, on commence par le plus évident et en fait, tous les artistes surréalistes avec les œuvres avec lesquelles j'ai commencé à travailler, c'était des œuvres d'artistes hommes, comme Picabia ou Max Ernst, etc. Et en fait, j'ai vu une certaine lassitude, entre guillemets, de certains collectionneurs d'avoir un peu les mêmes choses que les autres. C'est toujours, voilà, c'est aussi les collectionneurs, ils aiment bien aller dans des chemins de traverse parfois, heureusement. Et moi, mon intérêt, c'était aussi en faisant des recherches sur ces artistes surréalistes, de voir que dans les groupes, il n'y avait pas seulement des hommes, mais il y avait aussi des femmes. Et
de manière aussi, je dois le dire, un peu opportuniste, les artistes femmes étaient beaucoup moins chères. Donc ça, c'était il y a 7 ans. Et il faut le dire, voilà, je préfère, c'est par intérêt, par l'histoire de l'art, mais c'est aussi parce que ça me permettait, moi, d'acheter des œuvres, des œuvres importantes d'artistes femmes, voilà, que j'aurais pas pu acheter si ça avait été des hommes, parce que moins reconnus. Et j'achetais ça dans des ventes aux enchères, ça se vendait vraiment à des prix absurdes à l'époque. Maintenant, ça a vraiment évolué parce qu'il y a eu une reconnaissance, il y a eu la Biennale de Venise a mis en exergue les femmes surréalistes, il y a eu vraiment une sorte de mode qui est arrivé peut-être 3 ou 4 ans plus tard. Donc c'était pour moi très intéressant à la base de travailler sur ces artistes-là. Et moi, je suis né dans le sud de la France, en face de la Villa Noailles. Et bien sûr, je ne pouvais pas ignorer Marie-Laure de Noailles, qui, en fait, je l'ai découvert, était artiste et a toujours voulu revendiquer son statut d'artiste depuis sa naissance, mais depuis en tout cas qu'elle a l'âge de considérer qu'elle peut être artiste. Et j'ai proposé une œuvre à la Villa Noailles, alors, parce que je les avais achetées, des œuvres de Marie-Laure de Noailles. Et la Villa Noailles m'a proposé de les prêter pour d'abord une exposition qui était pour leur centenaire. Une partie de l'exposition de leur centenaire était réservée à la peinture de Marie-Laure de Noailles. Donc j'ai déjà prêté cette œuvre-là. Ensuite, j'ai eu une rencontre avec le directeur du musée qui m'a proposé de faire une exposition sur une artiste femme dans l'entourage et dans l'influence de Marie-Laure de Noailles. Et je lui ai proposé de faire directement sur Marie-Laure de Noailles parce que j'avais vu, en faisant des recherches, mais sans en avoir fait non plus des tonnes, qu'il y avait un fil à tirer parce qu'elle revendiquait son statut artistique et que ce travail-là n'avait pas été montré. Donc voilà, d'où est née cette exposition. Je peux vous présenter très brièvement la Villa Noailles. Donc c'est un centre d'art, c'est une association qui a repris un bâtiment qui était propriété de la ville et qui a réalisé des travaux et qui maintenant est le lieu d'accueil de 2 festivals. Le Festival international de mode, de photographie et d'accessoires et la Design Parade. Donc c'est vraiment un phare dans le sud de la France, en tout cas pour moi qui suis né dans cette région-là, parce que c'est vraiment un lieu très dynamique et qui est très ouvert d'esprit, c'est très intéressant. Et ils ont aussi des expositions thématiques et historiques. Donc c'était dans ce cadre-là que j'ai été approché par le directeur de la villa et par son équipe qui, encore une fois, a fait vraiment un travail magnifique. Voilà. C'est une villa qui a été construite en 1923, donc ça correspondait aussi ça correspondait à 2 choses. Ça correspondait au centenaire de la Villa Noailles, donc de sa construction. Et enfin, c'était une année après, donc c'était dans la continuité du centenaire. Et ça correspondait aussi, avec plaisir et avec un peu de complication, à la publication du manifeste du surréalisme par André Breton. Ce qui a été un peu compliqué parce que cette exposition, elle était en 2 parties. Une partie sur le travail exclusif de Marie-Laure de Noailles dans des espaces plus réduits. Et la deuxième partie, c'était d'ouvrir pour l'été aux artistes de son influence, de ses amis, des gens qu'elle avait collectionnés et des gens avec qui elle avait travaillé. Et en fait, des gens avec qui elle exposait aussi, parce que vous en avez parlé un tout petit peu, c'est votre domaine, donc il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est pas qu'il n'y a pas de problème, mais vous en avez très bien parlé. Mais non, mais c'est que moi j'ai découvert le mot invisibilisation qu'on entend beaucoup. Objectivement, et puis d'ailleurs on l'a vu avec ce qui se passe maintenant avec les femmes surréalistes, c'est-à-dire que c'était des œuvres qui valaient rien et maintenant qui sont mises en avant. C'est pas un hasard. Et en fait, moi j'ai vraiment découvert cet aspect-là qui était qu'en fait, dans les galeries, il y avait une exposition de Picabia, une exposition de Max Ernst, et après il y avait une exposition de Marie-Laure de Noailles ou de Dorothea Tanning. Et en fait, après, à la fin, 100 ans plus tard, on retient que les hommes. Donc c'était pour moi aussi un peu étrange. Voilà. Donc deux expositions. Et pourquoi 1923 c'était difficile pour nous? Parce que tous les musées ont fait des expositions sur le surréalisme, notamment au Centre Pompidou. Donc pour demander des prêts d'œuvres, ça n'a pas été facile. Voilà. Mais voilà. Donc ça, c'est la première partie de l'exposition. En fait, c'était une exposition chronologique. Donc on voit en fait une évolution artistique dans son travail. Ça, c'est vraiment le tout début. Elle est née en 1902 et elle a commencé à travailler en tant que peintre en 1946. Avant ça, elle avait été écrivaine. Et du coup, c'est un départ assez tardif. Parce que, en fait,
de ses ascendances et de sa famille, c'était pas très bien vu d'être artiste, même si elle a fait des études artistiques. Elle a notamment fait l'Académie Julian, pardon, l'Académie Julian en même temps que Dora Maar. Et d'ailleurs, il y a des accointances stylistiques entre le travail de peinture de Dora Maar, qu'on connaît maintenant un peu mieux, mais qui n'était pas mis en avant non plus. On connaissait son travail de photographie. Et il y a des ressemblances stylistiques. Donc Marie-Laure de Noailles commence en 1946. Et voilà. Et alors, moi, ce que je voulais aussi dire, c'est que le fait de travailler sur Marie-Laure de Noailles, il y avait un biais direct, c'était que, pour la présenter, c'était une grande mécène, très riche, grande famille, vraiment l'intelligentsia, voilà, ce qu'il y a de plus, je ne sais pas comment l'expliquer, mais enfin, voilà, très, très, très bourgeoise. Et, voilà. Et donc, elle achetait beaucoup de tableaux, mécènes, etc. Et donc, il y avait ce biais-là de dire qu'en fait, elle était pistonnée, on va dire. Elle était favorisée parce qu'elle achetait des œuvres et que donc les artistes, les galeristes, les institutions, etc., enfin les galeristes surtout, lui donnaient des expositions alors qu'elle ne le méritait pas. Et c'était aussi dans les biographies de Marie-Laure de Noailles, c'était toujours expliqué qu'elle faisait des expositions, qu'elle avait une carrière, etc. Mais il n'y avait jamais de... c'était pas vraiment sur son travail, c'était un peu sur un côté, voilà, c'était assez objectif et peu de choses sur en fait exactement ses peintures et qu'elle le vivait vraiment comme voilà, comme sa vie. Et, voilà. Donc ça c'est la première partie, comme je vous l'ai dit, en 46. Et ce qui est intéressant aussi, alors attendez, ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le nombre d'expositions qu'elle a réalisées, parce qu'elle a réalisé 15 expositions personnelles, ce qui est quand même pas rien. Et je crois une trentaine ou une quarantaine d'expositions de groupe, sachant que c'était aussi, là c'est le tout début de sa carrière, elle expose à Paris en 1948, et tout de suite après elle expose à New York, et on s'est rendu compte qu'en fait c'était la galerie Hugo, et la galerie Hugo c'était la galerie de Alexandre Diolas, et Alexandre Diolas c'est un galeriste mythique, une sorte de Gagossian de son époque, qui était un galeriste qui a eu des galeries partout dans le monde, et qui était vraiment la star de l'époque. Donc elle, tout de suite, elle part aux États-Unis et elle expose là-bas. Voilà. Donc après, elle est revenue. Sa carrière, c'est quand même focalisée sur la France, un peu en Italie ensuite, mais beaucoup la France quand même. Voilà. Mais c'était intéressant parce que de voir qu'en fait, tout de suite, elle était... c'était aussi ses relations, évidemment, mais elle était montrée aux États-Unis. Et voilà. Donc le but de cette exposition aussi, c'était de montrer de manière objective en quoi elle avait été artiste. Voilà. Parce que montrer que c'était pas que le piston, que c'était aussi son talent d'artiste pictural. Voilà, donc ça c'est une vue de l'exposition. Ça c'est la première partie, donc ça c'est des peintures dans le Salon Rose de Mallet Stevens, l'architecte de la Villa Noailles. Et c'est uniquement des peintures de Marie-Laure de Noailles, celle-ci. Il n'y a pas encore les inclusions d'autres artistes. Voilà. Et donc c'est une exposition qu'on a voulu aussi chronologique. Et on peut voir au milieu qu'il y a beaucoup de documentation, parce qu'en fait, Marie-Laure de Noailles avait des scrapbooks, qui sont des gros catalogues qu'elle faisait elle-même, pardon, et qui regroupent toutes ses invitations à des expositions, des dessins, tous les articles de presse au sujet de son travail. Et moi, j'ai abordé ça à la base comme si c'était son journal intime, alors qu'en fait, c'était vraiment... Il y a vraiment beaucoup de scrapbooks et beaucoup de passages dans les scrapbooks qui sont vraiment orientés sur sa carrière de peintre. C'était vraiment à chaque fois souligné dans les articles son nom, et c'était des expositions, des vernissages, des ouvertures. Voilà. Donc c'était pas uniquement une femme mondaine, elle était vraiment intéressée et passionnée par sa peinture. Voilà. Donc ça c'est elle. Je vais vous la présenter très rapidement, mais je l'ai un peu déjà présentée par la force des choses. Mais elle est née en 1902, elle est née Bischofsheim, et c'était de sa mère une grande famille de banquiers, et elle se marie en 1923 avec Charles de Noailles, qui était une des plus grandes héritier d'une des plus grandes familles françaises. Donc c'est deux grandes familles qui se marient entre elles. Ça c'est une photo qui est parue dans un magazine. En fait, tout au long de sa vie, elle s'est mise en scène avec ses tableaux. Quand c'était des articles qui parlaient d'elle, c'était des articles beaucoup ou chez elle avec ses tableaux, ou avec les tableaux qu'elle achetait, ou chez elle, ou dans ses ateliers, parce qu'elle avait un atelier place des États-Unis à Paris et un atelier à la Villa Noailles. Et c'était voilà, ce genre de photos qu'on pouvait retrouver dans les magazines de l'époque. Voilà, donc ça aussi, c'est le début de sa carrière. Elle a eu vraiment un début figuratif.
Et ça évolue ensuite. Ça, c'est sa liste d'expositions. Donc les expositions personnelles à gauche. Et je ne sais pas si on les voit bien. Ouais. Et à droite, les expositions de groupe. Donc, ça c'est fait. Donc on voit Paul Morien, ça c'était à Paris, Galerie Hugo à New York, Galerie Yolas ensuite à New York, Morien, Galerie New. Et il y a des galeries assez mythiques, on le verra plus tard, la Galerie Kléber, la Galerie du Dragon, la Galerie Naviglio, c'est à Milan. Et voilà, donc c'était aussi de mettre en valeur le fait que c'était voilà, qu'il y avait aussi une liste d'exposition, et c'est pas des galeries minables, hein. C'est vraiment un peu ce qui se fait de mieux à l'époque en galerie française. Voilà. Et ce qui était intéressant aussi, c'est de voir qu'elle avait été collectionnée par l'État. Ça n'a pas été une redécouverte, ça a été collectionné par l'État de son vivant. Voilà, donc en fait, elle était achetée par les institutions françaises de son vivant, et il y a des critiques d'art qui disaient de son vivant qu'elle était très intéressante, qu'elle était parfois plus intéressante que Picasso ou d'autres artistes, voilà, qui étaient hommes déjà, et qui étaient de renommée, etc. Donc ça, c'est un tableau qui est donc dans les collections françaises. On a réussi avec à Villa Noailles à avoir un tableau qui était au CNAP, je crois, et qui est aujourd'hui montré dans l'exposition. Il n'y était pas pour le vernissage, mais ils ont terminé la restauration, et ça a permis d'ailleurs une restauration de ce tableau qui était abîmé. Et ça, je suis très content aussi de ça, et je pense que la Villa est vraiment content aussi. C'est que ça a permis aussi de restaurer ce tableau qui, en fait, sans l'exposition, a priori, n'aurait pas été restauré, ou alors pas tout de suite, en tout cas. Voilà. Et c'est pas celui-là, malheureusement. C'est pas la photo de ce tableau-là, c'est l'autre. Il y a deux tableaux dans les collections nationales. Celui-là est au musée d'art moderne, et l'autre est au CNAP, et c'est celui du CNAP qu'on a eu. Voilà, donc ça c'est les scrapbooks, donc on voit les invitations, on voit les vernissages, on voit tous les articles de presse. Tout est numéroté et tout est daté, c'est très intéressant. Moi j'ai eu la chance, et encore merci à la Villa Noailles de m'avoir permis de m'y plonger, parce que ça a été passionnant, et ça a vraiment permis, je crois, de faire une exposition plus intéressante, parce qu'elle avait vraiment... S'il y a des artistes dans la salle, n'hésitez pas à faire ça, parce que c'est génial après, pour faire des expositions, ça donne vraiment un fil, et c'est très intéressant. Donc ça, c'est une œuvre de Dora Maar qu'on a mis donc en regard avec les œuvres de Marie-Laure de Noailles. Je ne sais pas si on a pu voir un peu les œuvres de Marie-Laure de Noailles avant dans les photos, mais il y a vraiment une connexion. Voilà. Sachant que c'était la mécène et l'amie et la collègue, enfin, on va dire en tout cas la co-artiste de Marie-Laure de Noailles. Ça, c'est une invitation, donc ça, c'est la première exposition. Ça, c'est une commande, ça c'était intéressant aussi. En fait, c'est la maison Christophe, donc qui est une maison de céramique et d'art de la table, on va dire, pardon, et qui a demandé à 100 artistes de créer des assiettes. En fait, c'est Jean Cocteau qui déjeune avec le directeur de Christophe, et Jean Cocteau dessine un de ses visages, et le directeur de Christophe à cette époque-là se dit mais c'est génial, on va faire une des premières, bon il ne dit pas ça à l'époque mais moi je le dis, une des premières collabs, c'est-à-dire qu'il collabore avec des artistes, qui est maintenant quelque chose qui est assez classique pour vendre des chaussures ou vendre des assiettes. Et donc, il demande à 100 artistes de créer des assiettes, et Marie-Laure de Noailles en fait partie. Donc ça aussi, ça faisait partie de l'idée que, en fait, objectivement, ils avaient demandé à Marie-Laure de Noailles de créer des assiettes qu'ils allaient vendre. Donc c'était pour les vendre, c'était pas pour lui faire plaisir. Voilà. Donc ça, c'est le fascicule de cette collaboration. Donc on voit qu'il y a Braque, Georges Auric, Michel Léris. Bon, ça, c'est des... bref. Marie-Laure de Noailles, elle est là-bas avec la petite feuille. Ah oui, donc elle signait aussi Marie-Laure. Ce qui n'est pas évident quand on fait une exposition pour rassembler les tableaux, parce que, et pour valoriser l'œuvre, donc ça, les artistes ne le faites pas. Parce que Marie-Laure, ça peut être n'importe qui. Alors que Marie-Laure de Noailles, on sait. Mais alors de reconnaître une œuvre... Ah oui, 5 minutes. Je suis très pressé. Alors voilà. Donc je vais aller très vite. Donc ça, c'est un des... Là, elle fait un ballet. Donc elle fait, le décor d'un ballet. Donc c'est a priori pour remplacer Christian Bérard, qui était son ami aussi. Elle crée les décors. Ça, c'est des scrapbooks avec le ballet, encore une fois. Ça, c'est la première du ballet. Ça, c'est une demande de Iliasde, qui était un éditeur de l'époque,
qui lui demande de faire 66 lithographies pour un traité de ballet. Donc ça, c'est pareil, elle commence à faire de la lithographie avec Georges Juniet, et on arrive sans transition, parce que j'ai pas beaucoup de temps, à sa période surréaliste. Donc ça, c'est une œuvre qui... la lithographie, je crois, est rentrée dans vos collections, il me semble. Et ça, c'est l'œuvre originale de l'invitation à cette exposition, qui en fait commence sa période surréaliste avec Oscar Dominguez, avec qui elle était beaucoup à la Villa Noailles, avec qui elle a beaucoup travaillé. Et donc c'est une surréaliste tardive parce que ça commence, je crois que cette exposition-là, c'était en 63. Et donc elle commence le surréalisme avant quand même 63, mais elle a mis beaucoup de temps, puisque en 23, le manifeste est déjà écrit, donc elle est vraiment un peu en retard, mais ça ne rend pas moins son travail intéressant. Ça, c'est les décalcomanies, donc c'est une technique surréaliste qui, on met de la gouache sur un support, la gouache sur un autre support, ou de l'huile, et on fait comme ça, on ouvre, et on interprète les tâches. Donc ça, c'est la première de Dominguez qu'on avait dans l'exposition, et à gauche, c'est Marie-Laure de Noailles. Ça, c'est l'invitation de l'exposition qu'on a vue tout à l'heure. C'était passionnant parce que la galerie Jean Fournier, qui était une des premières galeries où Marie-Laure de Noailles a exposé, fermait. Alors ça, c'est très triste pour la galerie Jean Fournier, qui était une galerie géniale. Mais elle fermait la semaine où on a ouvert l'exposition sur Marie-Laure de Noailles peintre. Et ils ont pu nous donner les invitations originales et aussi les factures de ces œuvres de vente. Donc ça, c'est aussi pour montrer qu'elle vendait des tableaux. Elle a quasiment tout vendu d'ailleurs. Et aussi à qui elle les vendait. Donc ça, bon, ça fait partie un peu du biais, parce qu'on voit qu'il y a Marcel Rochas, Churchill. Voilà, donc c'était pas non plus, c'était pas un peu n'importe qui, mais elle les vendait quand même. Donc elle a vraiment bien vendu. Et ça, on l'a su parce que à l'époque, les femmes ne payaient pas d'impôts. Enfin, en tout cas, c'était pas elles qui les payaient. Et donc, c'est le mari qui demande à la galerie d'avoir le compte-rendu de ce que sa femme a vendu pour pouvoir payer ses impôts. Donc ça, c'est des invitations à ces expositions. Ça, c'est l'exposition encore à nouveau. En fait, on va avoir fini, donc c'est pas si mal. Ça, c'est la fin de sa vie. Donc là, on fait un télescopage pas mal dans le temps. Et c'est les années 70. Et en fait, Marie-Laure de Noailles, en fait, ce qui est drôle aussi, c'est de voir qu'on travaille sur un artiste historique et qu'on arrive à des périodes qui nous paraissent assez proches, comme les années 70. Et elle fait des tableaux en hommage à Brian Jones des Rolling Stones. Et là, elle fait compresser sa voiture par César. Donc elle continue de soutenir les avant-gardes et de travailler. J'ai une toute petite... il y a une exposition aussi qui était très intéressante. En fait, André Breton et M. Valberg se querellaient sur qui avait le droit ou pas de faire des expositions surréalistes. Et Marie-Laure de Noailles n'était pas dans l'exposition d'André Breton, mais elle était dans l'exposition d'André Valberg, l'exposition s'appelle Le surréalisme, histoire, affinité, et j'ai un trou de mémoire. Et Marie-Laure de Noailles était dans Affinité, voilà, qui était réservé aux surréalistes tardifs. Voilà, donc ça c'est elle dans un reportage qui ne parlait pas du tout de peinture, qui parlait du futur. Et en fait, elle s'était mise dans son jardin, à la Villa Noailles, elle avait mis des tableaux partout. Donc en fait, elle était assise comme ça, et il y avait des tableaux posés dans la pelouse d'elle, c'est ses propres tableaux, qui étaient posés partout. Et voilà, donc c'est vraiment pour montrer qu'elle avait cette volonté d'être artiste et de montrer qu'elle était artiste par-dessus tout. Voilà, je crois que c'est fini. C'est fini. Simplement, on passera aux questions à la fin. Voilà, donc on écoute d'abord Marion Sergent et ensuite on ouvrira la session de discussion. Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer moi aussi par remercier les équipes du Phare et les équipes du Musée de Poitiers pour leur invitation. Je suis ravie d'être ici. Et bien moi, je vais vous parler donc de Louise Janin, vous dire quelques mots sur cette artiste qui est présente donc à la musée dans la collection avec une œuvre sur laquelle je reviendrai et j'en dirai aussi quelques mots. Alors, pour...
Voilà. Alors Louise Janin, vous voyez une artiste qui a vécu longtemps puisqu'elle est née en 1893. Elle est née à Durham, en Caroline du Nord, sur la côte est des États-Unis, mais finalement, elle va surtout vivre sur la côte ouest, puisqu'assez jeune, avec sa famille, elle déménage à San Francisco. Donc c'est dans le contexte californien des années 1910 qu'elle va se former auprès d'artistes hommes. Évidemment, cette histoire, comme ça a été dit tout à l'heure, ne se fait pas sans des figures masculines. Elle va suivre les cours d'artistes comme Frank van Sloon, comme Eric Spencer Mackay, et elle va également prendre des cours d'été avec William Merritt Chase. Alors après donc cette formation en Californie, à San Francisco, fin de l'année 1923, Louise Janin part pour l'Europe, part pour Paris, où elle restera toute sa vie en France jusqu'à sa mort en 1997. Alors Louise Janin, c'est une artiste peintre, une décoratrice aussi, poétesse. Elle a écrit plusieurs poèmes en anglais, et également une théoricienne. Elle a aussi un travail théorique important. Donc une artiste qui n'a pas manqué d'être remarquée dans l'entre-deux-guerres par la critique de l'entre-deux-guerres française. Alors voici une petite photographie de l'artiste, justement, dans ces années 20, dans cet entre-deux-guerres, dans cet atelier, avec ici une activité plutôt de décoratrice. Alors, je ne vais pas revenir sur ces expositions personnelles, parce que je crois que sinon je vais être un petit peu longue, mais quelques œuvres que vous pouvez voir justement en ce moment dans les musées, puisqu'on ressort quelques tableaux qui sont visibles. Alors ici, vous voyez donc le dragon au-dessus de Kowloon, qui est présenté, qu'il était encore il y a quelques mois en tout cas, au musée franco-américain de Blérancourt, où il y a aussi 2 petites annonciations de Louise Janin qui sont présentées en ce moment, puisque le musée a reçu en dotation le fonds d'archives de Louise Janin et tout un corpus d'œuvres qui seront peut-être présentées un jour. Autre exemple d'une œuvre aussi qui aujourd'hui est, semble-t-il, présentée dans les collections du musée Belvédère à Vienne. Vous voyez cet envol de Louise Janin, dont la présentation est tout à fait récente, date de 2022 si je me souviens bien. Donc ça donne aussi, vous voyez, un petit aspect là rapide de son travail. Dernier exemple d'une œuvre visible dans des collections ici, cette grande toile des années 60, Rythme de Louise Janin, qui est exposée à la ville de Meudon. Pourquoi la ville de Meudon ? Parce que c'est là où Louise Janin termine sa vie et donc où elle a pu donner ce tableau. Alors, pour vous présenter cet artiste, j'ai fait donc le choix de m'inscrire dans une perspective qui s'inscrit justement dans celle du phare, c'est-à-dire que plutôt de présenter Louise Janin de manière biographique et chronologique, la perspective est celle de la présenter par ses réseaux, et on va le voir, qui sont multiples, et tout en rattachant ces différents réseaux à son travail pictural. Alors, pour commencer, un premier groupe, j'ai envie de dire, de réseaux dans lesquels elle s'inscrit, parlons donc de ces réseaux féminins et féministes auxquels elle adhère, puisque quand on s'intéresse au parcours de Louise Janin, on rencontre en tout cas plusieurs réseaux féminins féministes qu'elle a fréquentés. Alors, à noter que si Louise Janin a pu écrire, elle n'a pas écrit sur la question des artistes femmes. C'est une thématique qui n'est pas présente chez elle. Il n'y a pas d'engagement féministe affiché, mais c'est quelqu'un qui n'hésite pas à s'inscrire justement dans des réseaux non mixtes. On peut aussi le comprendre parce que pour elle, c'est une façon de répondre aussi aux difficultés qui sont liées à son genre, difficultés pour mener une carrière professionnelle d'artiste, d'autant, et je le précise, que Janin ne pourra pas compter sur la structure du couple hétérosexuel, puisque lesbienne, le couple hétérosexuel qui a pu permettre à plusieurs artistes femmes de mener une carrière à cette époque. Alors, le premier réseau qui s'inscrit dans ces réseaux féminins et féministes que je souhaite évoquer, c'est le réseau Soroptimiste. Donc, vous voyez, composé de 2 mots, soror, sœur, optimiste, optima, le meilleur.
Le réseau Soroptimiste, c'est un réseau de femmes qui a été créé justement pour nouer un réseau de solidarité entre des femmes de différentes professions. Alors dans ces clubs Soroptimistes, chaque membre représentait une profession dans laquelle elle excellait. Et la façon dont a été construit ces clubs Soroptimistes reprend finalement le modèle des clubs masculins de la sociabilité bourgeoise. Alors le premier club Soroptimiste est créé en 1921 à Oakland, donc on est en Californie justement, et très rapidement ces clubs Soroptimistes vont se répandre sur la côte ouest des États-Unis, et puis par la suite sur l'ensemble du pays, et puis en Europe, et enfin prendre une dimension tout à fait internationale. Alors à San Francisco, le premier club est créé en mars 1922, donc évidemment se pose la question de savoir si Louis Janin a pu adhérer à ce club Soroptimiste de San Francisco. Il faudrait essayer de retrouver des informations. C'est pas nécessairement le cas, puisqu'à ce moment-là, Louis Janin, début 1922, n'est plus à San Francisco. Elle est partie pour New York. Elle travaille à New York à ce moment-là. Elle a un atelier à Greenwich Village. À New York, le club Soroptimiste en 1922 n'est pas créé. Il ne sera créé qu'en juin 1923. Et là encore, on peut se demander, est-ce qu'en 1923, elle aurait adhéré au club Soroptimiste new-yorkais ? La question se pose, sachant qu'à ce moment-là, Louis Janin est peut-être déjà parti finalement pour l'Europe, puisqu'elle arrive à Paris à la fin de l'année 1923, et on sait qu'elle fait juste avant un petit passage à Londres. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'elle va adhérer au club Soroptimiste de Paris, qui, lui, est fondé en 1924, fondé par la chirurgienne Suzanne Noël et par l'artiste graveuse Yvonne Ripa de Roveredo. Alors, je ne sais pas exactement quand Louis Janin a pris son adhésion, mais en tout cas, on la retrouve mentionnée dans les premiers bulletins de ce club Soroptimiste. Donc, on peut se douter qu'elle adhère assez tôt, puisque les bulletins paraissent dès 1926. Alors cette adhésion, là aussi, il faut la comprendre dans le sens où c'est une artiste femme, une femme seule qui s'installe dans une nouvelle ville. Et ces clubs Soroptimistes, c'est aussi une façon finalement de se créer un réseau de sociabilité, un moyen de faire des rencontres, mais aussi de valoriser son travail. Parce que, par exemple, on retrouve dans les bulletins Soroptimistes des articles qui lui sont spécifiquement consacrés. Alors, comme je vous le disais, c'est un club qui est composé de femmes qui chacune représentent une profession, et les artistes sont nombreuses. Alors, il y a des petites nuances qui sont ajoutées pour pouvoir accueillir toutes ces artistes. On a par exemple Angèle de la Salle qui est présentée comme artiste peintre, Yvonne Ripa de Roveredo qui, elle, est une artiste graveuse, Louis Janin est, elle, présentée en tant qu'artiste décoratrice. On a aussi Sonia Delaunay qui va adhérer au club Soroptimiste, elle, pour ses tissus simultanés. Et puis d'autres noms de femmes célèbres à l'époque. On pense à Germaine Dulac, la cinéaste qui adhère à ce club. Louise Lara, aussi une actrice et directrice du laboratoire à réaction. Ou encore la chanteuse Jeanne Báthory. Alors ce club va organiser des expositions, vu que les artistes sont nombreuses, auxquelles bien sûr prendra part Louis Janin. Parmi les membres du club Soroptimiste, on retrouve aussi des figures du féminisme français avec Marguerite Durand, la journaliste Marguerite Durand, et puis aussi à noter Yvonne Ripa de Roveredo, qui va également s'engager pour les droits des femmes, le droit de vote notamment. Vous voyez ici, il y a une petite coupure de presse, on voit Yvonne Ripa de Roveredo qui fait une conférence de manière très, très engagée avec son corps. Alors, Janin semble s'éloigner du club Soroptimiste dans les années 30. Ce n'est pas le seul réseau féministe auquel elle est liée. Je voulais aussi en évoquer un autre, qui est donc le Women's City Club de San Francisco.
Women's City Club, alors il semble qu'il existe plusieurs clubs de ce style dans d'autres grandes villes américaines, aux États-Unis, à New York, à Chicago, à Détroit, qui sont donc des clubs qui sont fondés dans le contexte des luttes féministes et qui sont aussi, là encore, de véritables lieux de rencontre pour des femmes, quand de nombreux lieux d'éducation, quand les voies professionnelles leur sont fermées. Alors, il semble que dans ces Women's City Club, on pouvait discuter notamment des affaires de la ville, de questions civiques, d'intérêt public, même si les sujets pouvaient être beaucoup plus larges. Alors, comment Louise Janin en vient à se lier avec ce Women's City Club ? Fin 1928, après avoir passé quelques années à Paris, elle retourne à San Francisco, elle retourne dans sa ville, voir sa famille. Et puis là, elle est invitée justement par ce club à venir faire une conférence en janvier 1929. Et puis, le club va en tirer un article pour justement ce magazine dont vous voyez la couverture ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment le sujet de la conférence de Janin qui est retranscrit et qui reste encore dans un domaine très artistique. Elle parle finalement de la scène parisienne qu'elle côtoie depuis plusieurs années. Alors, à ces clubs de femmes qui ne sont pas spécifiquement dédiés aux questions artistiques, Janin s'insère aussi parallèlement justement dans des réseaux artistiques féminin. Dès peu de temps après son arrivée à Paris, dès 1924, elle va exposer à l'Union des femmes peintres et sculpteurs. Et ça, c'est quelque chose... elle expose de manière régulière à l'UFPS jusque dans les années 80. Louise Janin, c'est aussi quelqu'un qui va exposer au Salon des femmes artistes modernes, créé en 1930, qui organise des expositions jusqu'en 1938. Donc voilà. Oui. Oui, on y reviendra. Oui, je pense qu'il y aura des réponses. Voilà. Donc, tous ces clubs, je les ai présentés pour montrer aussi l'engagement justement de Louise Janin sur ces questions aussi finalement. On voit que c'est une artiste qui s'interroge sur la place des femmes dans la société, la question de leur professionnalisation, et c'est quelque chose qu'on va retrouver finalement dans son travail, dans ses œuvres. Elle va réaliser des portraits de femmes justement qui ont mené des carrières professionnelles. À noter d'ailleurs que le genre du portrait chez Janin est plutôt rare. Donc cet ensemble de 3 portraits que je vais vous montrer est un ensemble intéressant. Le premier que vous voyez ici sur cette photographie où on voit Louise Janin dans son atelier, vous voyez donc le tableau qui nous présente donc Lotti Jorska. Vous voyez le nom de Jorska qui est inscrit sur la toile, de son vrai nom Charlotte Stern, qui est une actrice née à New York, qui va vivre aussi à Paris. Vous voyez sur le tableau, Louise Janin insiste beaucoup sur l'intensité du regard de cette actrice, qui est entourée de visages. Alors vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais au sein de ces spirales, au cœur de chacune de ces spirales, on a des visages qui, à mon avis, sont tout simplement les personnages que l'actrice a pu incarner. Quelques mots donc, sur Lotti Jorska, qui était très liée à Sarah Bernhardt, qui était aussi la fondatrice du théâtre français à New York, et quelqu'un qui était également proche de Nathalie Clifford Barnett et de René Vivian. Donc ces cercles autour de Barnett et Vivian, on a une compositrice justement qui elle aussi a pu les fréquenter, qui est Armande de Polignac, donc une compositrice française qui a fréquenté les cercles de Barnett et de Vivian, tout comme Louise Janin. Alors je vais pas, comme ça a été dit, je ne vais pas détailler ce tableau. Je renvoie à une étude que j'ai pu mener justement sur cette œuvre et plus généralement sur les représentations de cette compositrice, où on voit ici que le tableau que nous propose Louise Janin est différent de toutes les représentations usuelles de la compositrice, ici figurée en garçonne avec ses épaules larges. Et puis un dernier portrait, ici, donc
La joueuse de tennis, Helen Wills, qui était une amie de Louis Janin, joueuse de tennis californienne, représentée ici dans sa tenue, avec, vous voyez, la raquette, les 2 balles à la main. Et derrière, tout un travail aussi sur les frises, petite référence aussi à l'antique. Et très rapidement, un dernier ensemble d'œuvres qui montre finalement comment ces questions sur la reconnaissance des femmes s'incarnent ici avec ce duo de 2 reines, reine de Sparte et reine de Saba, Balkhi et Hélène, des années 20. Alors, deuxième aspect, deuxième catégorie de réseaux dans lesquels s'inscrit Louis Janin, des réseaux artistiques mixtes. Alors, j'en évoquerai un plus particulièrement, celui des artistes musicalistes, puisque Louis Janin va adhérer à l'association des artistes musicalistes qui est créée en 1932, et ce, dès sa fondation. L'association des artistes musicalistes, pour en dire 2 mots, c'est un groupe qui voyait dans la musique un modèle à suivre. C'est cette idée que l'art de cette époque, l'art moderne, l'art contemporain, est animé par un mouvement de musicalisation. Alors elle va exposer dès les premières manifestations du groupe, et elle y restera fidèle jusqu'aux années 60, qui marquent la fin des activités de cette association. Je vous ai mis ici une œuvre qui montre que déjà ces questions d'interrelation entre les arts, la travail, avec ici l'après-midi d'un faune, donc cette peinture de 1927, mais qui est tirée d'un carton de tapisserie exposée en 1925 à l'exposition des arts décoratifs à Paris, qui reprend bien sûr le fameux ballet sur la musique de Debussy, lui-même tiré d'un poème de Mallarmé. Voilà quelques œuvres encore qui montrent le travail abstrait musicaliste de Louis Janin. Vous voyez à gauche cette toile de 1947 qui a été présentée au Salon des Réalités Nouvelles. Il va y avoir une section musicaliste au sein du Salon des Réalités Nouvelles organisée, qui prendra place dans les années 40 et jusqu'en 1956. Et puis à droite, cet hommage à Beethoven de 1960, qui est l'année du décès du chef de file des artistes musicalistes, Henri Valency, et à mon avis, qui est aussi une forme d'hommage justement à Valency. Alors on en vient justement à cette œuvre qui est donc celle de la collection La Musée, ce drame conjugal de 1953. Je vais vous en proposer donc une petite analyse. Donc ce drame conjugal qui a été exposé en 1962 à l'Union des femmes peintres et sculpteurs, et qui pour peut-être mieux le comprendre, doit être mis en regard avec une œuvre antérieure, parce que c'est vrai que chez Louis Janin, on observe comme ça des phénomènes d'aller-retour, des œuvres qui sont créées à plusieurs décennies de distance, mais en même temps qui se font écho. Vous voyez ici un exemple entre... alors les légendes ne sont pas bonnes, mais le ballet des Apsaras des années 20 au-dessus, et puis le ballet des lignes en bas, avec une composition semblable et traitée quelques années plus tard de manière beaucoup plus abstraite. Alors ce drame conjugal pourrait être mis en regard justement de ce drame oriental de 1925. On voit un titre assez semblable. Donc pour revenir sur le drame conjugal, on voit aussi donc un tableau sur une palette jaune-orangé qui est construit sur 2 formes verticales. À gauche, vous avez une forme verticale foncée, et puis à droite, une plus claire, qu'on pourrait comme ça justement associer aux 2 personnages de drame oriental et interpréter finalement la figure plus foncée comme une figure masculine et la figure orangée à droite plus claire comme la figure féminine. Ça, cette interprétation genrée de figures abstraites, c'est quelque chose qu'on retrouve chez d'autres musicalistes et notamment chez Valency. Alors dans le drame conjugal, on voit aussi inscrit sur la toile « C'est fini », plus le titre qui est quand même très évocateur. Louis Janin, ici, dans ce tableau, dans ce petit tableau abstrait, nous donnerait donc l'image d'une rupture entre 2 êtres abstraits, une histoire de couple qui se termine dans le drame, avec aussi, vous voyez, ce dynamisme qui est introduit par cette ligne, cette forme ovale au milieu, qui vient comme créer un coup d'éclat sur le haut droit, comme si c'était un bras qui venait frapper la forme droite.
un bras qui est d'ailleurs lacéré de 2 grandes pointes rouges qui peut-être aussi illustrent le lien qui se déchire entre ces 2 êtres. Donc on peut se demander ici dans quelle mesure Louis Janin ne donne pas à avoir une image abstraite de violence conjugale. Alors, autre exemple, j'en parlerai pas, mais de réseaux aussi artistiques dans lesquels s'inscrit Louis Janin, elle a eu aussi toute une activité de décoratrice de théâtre. Elle a pu réaliser des décors pour des dramaturges femmes comme Grace Constant, Luz Bernsi ou encore Donata Vanutelli, qui sera d'ailleurs sa compagne dans les années 30. Pour terminer, je terminerai par un dernier type de réseau, les réseaux d'échanges culturels et artistiques internationaux. Louis Janin va participer à des revues qui souhaitent justement nouer des dialogues entre différentes cultures. Ça, c'est quelque chose qui apparaît très tôt dans son parcours, puisque à la fin des années 10, alors qu'elle est encore à San Francisco, elle est secrétaire de la Chinese Society de San Francisco, qui est une branche du Hung Tao qui vise à diffuser la pensée chinoise et confucianiste. Elle va aussi collaborer à cette revue que vous voyez ici, Ishtar de Jamil Hamoudi, créée en 1958 et qui se veut une revue qui se veut un espace de dialogue entre artistes orientaux et occidentaux. Mais j'en dis pas plus, Zouina Aït Slimani qui est ici pourrait en parler beaucoup mieux que moi. Les éditions, la revue Jamil Hamoudi qui va aussi consacrer par sa maison d'édition Ishtar une revue, un numéro à Louis Janin. Autre revue à laquelle elle va contribuer à de multiples reprises, cette revue Rhythm, revue indienne de Calcutta. Elle va y proposer plusieurs articles, des poèmes, des reproductions d'œuvres. Je vous ai mis ici une œuvre qui justement a été reproduite dans l'un des numéros. Alors cette recherche de dialogue culturel, c'est quelque chose qui est présent dès le début de la carrière de Louis Janin. Toute la première partie de son œuvre et reprend finalement toute une iconographie bouddhiste, hindouiste, qu'elle va mélanger avec des représentations occidentales. Vous avez ici la Vierge au bois de bambou, qui est une des premières œuvres de Louis Janin, où on a vraiment ce mélange de références entre d'un côté la figure de la Vierge, tradition peinture chrétienne, et en même temps cet environnement végétal asiatique, la forêt de bambou qui apparaît comme qui est le lieu du jardin du lettré dans la tradition de la Chine ancienne. Et pour terminer, une autre peinture de Louis Janin, le Bouddha et la courtisane Ambapali, qui met en scène Bouddha avec cette courtisane Ambapali qui a rencontré le Bouddha et qui, suite à sa rencontre, décide de devenir bhikkhuni, c'est-à-dire une nonne bouddhiste. Et là encore, on retrouve vraiment ce mélange chez elle de références bouddhistes, mais une iconographie qui se teinte de références chrétiennes, avec peut-être aussi une évocation justement de types iconographiques empruntés à la représentation de Jésus et Marie-Madeleine. Alors le Bouddha ici, qui n'a pas du tout les traits ou la posture des traditions bouddhistes, qui est quand même assez occidentalisée, et selon l'ayant droit avec qui j'avais pu travailler maintenant il y a plus de 10 ans, les traits du Bouddha seraient ceux de Louis Janin. Voilà. Alors pour conclure en quelques mots, en revenant sur les réseaux de Louis Janin, on voit que j'ai pu montrer finalement plusieurs aspects de son travail en évitant de tomber dans une lecture chronologique qui tendrait à montrer une évolution linéaire, qui est un schéma finalement qui convient mal à Louis Janin, chez qui on observe en fait des phénomènes de va-et-vient justement dans son travail. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous deux, c'était particulièrement stimulant. Je voudrais juste dire un mot avant d'ouvrir les questions, c'est que dès qu'on commence à prendre ce pli des réseaux, on se rend compte qu'on ouvre des centaines de boîtes, c'est un peu des poupées russes infinies. Rien que les noms qui ont été cités ici, qui sont parfois aussi dans la collection La Musée, mais qui sont aussi dans d'autres collections. Par exemple, je pense à Angèle de la Salle, que vous avez mentionné, qui est aussi dans l'exposition Valadon au Centre Pompidou en ce moment, et qui ouvre les perspectives sur tous ces réseaux et toutes ces expositions qui finalement, elles aussi, s'entrecroisent à travers ces perspectives. Et aussi, ce que vous avez montré qui est très intéressant, c'est deux choses. Premièrement, que
que les œuvres sont elles aussi prises dans ces réseaux. Et donc, il est très important de penser les œuvres en rapport avec les réseaux, non seulement pour ce que vous venez de dire et que j'avais aussi noté, c'est-à-dire cette question de montrer aussi la non-linéarité finalement de l'œuvre d'un ou d'une artiste, et qui permet de montrer aussi que finalement les œuvres en elles-mêmes échappent aussi à cette question d'une histoire linéaire et faite par catégorie. Donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est aussi la place que vous avez montrée des archives, qui nous intéresse particulièrement au phare, évidemment, et qui est toute une source très importante pour une histoire de l'art empirique d'une certaine manière, et qui montre aussi l'importance de notamment ces interactions, mais aussi les systèmes de reconnaissance dans lesquels sont incluses donc ces artistes que vous avez mentionnés. Et donc voilà, c'était particulièrement stimulant sur ces deux points que je voulais montrer aussi, pour voir à quel point la presse et les petits prospectus, etc., sont très importants, effectivement, comme vous l'avez dit, Joanne, à conserver, et surtout comme source pour pouvoir à la fois parler des œuvres, mais aussi des artistes et des structures dans lesquelles tout cela est pris. Voilà, donc nous pouvons maintenant ouvrir la session de questions. Sentez-vous libre, des micros vont circuler grâce à Manon et Camille. Merci. Je voudrais dire tout de suite que la collection que j'ai réunie est un ensemble de petits, moyens ou gros morceaux, façon puzzle, et que déjà, avec cette première intervention, j'ai l'impression que des morceaux se réunissent. J'ai eu pour professeur André Chastel, et je suis heureuse de savoir que sa mémoire est prise en main. À propos de Janin, je me souviens de l'achat à Drouot, et je ne connaissais pas cet artiste, bien évidemment, mais j'ai été séduite avant l'œuvre elle-même par le titre, suivi de « C'est fini ». Et le tout réuni m'a fait éclater de rire. Alors bon, je ne sais pas si ça vous a fait plaisir de voir la reproduction, mais moi, effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait une distance, un humour extrêmement rare dans ce genre de situation. Et bon, voilà, petite anecdote au sujet de l'achat de cette œuvre. Et pour vous, Johan Fleury-de-Witt, je voudrais dire que, étant étudiante, j'avais vu une petite annonce dans le local de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France. Ce local se trouvait rue Soufflot, à mi-chemin du boulevard Saint-Michel et du Panthéon. Et j'y allais régulièrement, étant étudiante à l'Institut d'histoire de l'art, qui se trouvait en face, en haut du jardin de Luxembourg. Et donc, j'ai vu un jour une petite annonce, Daniel Cordier, qui n'était pas cité, mais dont j'ai fait la connaissance après, organiser une exposition surréaliste intitulée Eros, qui est une des dernières, ou peut-être même la dernière exposition surréaliste, et qu'il recherchait donc des gardiens et gardiennes. Je me suis proposée, j'ai été prise, et j'ai donc gardé l'exposition surréaliste pendant la durée de l'exposition, avec d'autres, bien sûr. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu quelque chose de Marie-Laure de Noailles. Mais c'est une exposition qui m'a marquée. Et je dois dire que j'ai beaucoup d'estime pour le surréalisme, que je trouve un mouvement particulièrement passionnant et qui a eu une répercussion internationale. Il faut bien le dire, partie de France, c'est quand même très rare. Le cubisme n'avait pas eu autant de succès. Alors, en ce qui concerne Marie-Laure de Noailles, un petit souvenir là aussi.
c'est que je connaissais le nom, bien évidemment, puisque le couple Noailles avait financé les films de Salvador Dali, le deuxième film, L'Âge d'or, et peut-être d'autres choses. Enfin bref, je connaissais le nom à cause de la poétesse et puis du rôle de mécénat de la famille de Noailles. J'ai vu cette toile, une toile très intéressante, une nature morte de Marie-Laure de Noailles, qui est donc, je crois, exposée en ce moment. Et je l'achète. Après achat, il faut aller faire emballer l'œuvre pour la rapporter chez soi. Donc, je vais à l'emballage avec le tableau sous le bras. Je ne montrerai pas la nature morte, mais derrière, il y avait écrit Marie-Laure et la petite feuille. En route vers l'emballage, je croise un jeune homme japonais, beaucoup plus jeune que moi, un jeune homme, qui me dit « Vous avez acheté un tableau de Marie-Laure de Noailles ?» Alors, j'étais très étonnée qu'il lui ait suffi du revers du tableau pour l'identifier, alors que moi, je ne la connaissais pas comme artiste. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. J'ai été très heureuse d'avoir ce tableau, mais j'ai bien évidemment été stupéfaite qu'on m'interpelle dans les couloirs de Drouot, quelqu'un qui donc la connaissait tellement bien qu'au simple dos, le tableau était identifié. Voilà. Donc, elle a eu des fans très tôt. C'était dans les années 2000. C'est un des premiers tableaux que j'ai acheté. Je n'ai pas la date exacte, mais la facture se trouve dans la petite boîte que vous pouvez voir en haut de l'exposition. Une petite boîte en bois qui était ma boîte à fiches, et tout est là-dedans. Merci. Moi, j'avais une question. Du coup. Je ne sais pas si c'est allumé, si on m'entend. Déjà, merci beaucoup à tous les deux. Moi, je trouve ça formidable qu'on vous ait aussi ici, Joanne, parce que ça nous permet aussi de parler du marché de l'art, qui est particulièrement important. Déjà, on l'a vu dans l'histoire de la collection de la musée. Et aussi, juste pour la réalité du marché. Enfin, c'est vrai que maintenant, les artistes femmes sont chères, alors qu'avant, elles l'étaient moins. Sinon, enfin voilà, j'ai une question qui a peut-être pas trop de rapport, mais ces scrapbooks dont vous parlez, quel statut ont-ils? Est-ce que ce sont considérés comme des archives ou comme de la documentation ou des œuvres à part entière? Enfin, est-ce que ça faisait partie de sa pratique ou pas du tout? C'est vraiment de l'archive. Enfin, c'est vraiment ça ressemble quand même aussi à un journal intime dans le sens où, mais c'était pas ses œuvres, elle les exposait pas, c'était quelque chose de personnel. C'était pour elle et pour ses amis, parce qu'en fait, on a il y a des œuvres de ses amis artistes dans les scrapbooks. Il y a des dessins à elle aussi. Il y a toutes les invitations, toute la presse, etc. Donc c'est vraiment plutôt de l'archive pour elle-même en fait. C'était pas quelque chose qu'elle montrait, et je ne sais même pas s'ils ont déjà été montrés. Je veux dire, ils ont été montrés après sa mort, mais pendant sa mort, je ne pense pas. Je pense que c'était quelque chose qu'elle avait. Et je ne pense pas que c'était d'ailleurs la seule à le faire, parce que j'ai vu récemment une exposition à la galerie Other Envirs à Paris, et il y avait un scrapbook, et ça, il faut que je me renseigne plus précisément, parce qu'il y avait un scrapbook de Olga Picabia, et qui était... vraiment semblable, en tout cas la page que j'ai vue était vraiment quasiment la même. J'ai vraiment eu un choc quand j'ai vu la page, parce que j'ai cru que c'était le scrapbook de Marie-Laure de Noailles, mais non, c'était Olga Picabia, qui en fait, pour son mari, enfin en tout cas pour son conjoint, je ne sais pas s'ils étaient mariés, je ne sais plus, reprenait comme Marie-Laure de Noailles reprenait toute la carrière de son conjoint, de Picabia. Voilà. Et pour
pour vous répondre. Il y a en effet des œuvres de la collection de Daniel Cordier, de Marie-Laure de Noailles. Et elles ont été vendues il n'y a pas si longtemps. Elles étaient exposées à la FIAC. Enfin, à Paris Plus, d'ailleurs, maintenant, ça s'appelle. Donc, la grande messe de l'art contemporain et moderne. Et je crois qu'elles ont été vendues toutes. Donc, c'était les œuvres. Il y avait 4 œuvres de la collection de Daniel Cordier. Et en effet, c'est vrai que c'est... Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça rend les choses un peu compliquées parfois d'avoir juste Marie-Laure. Parce que des gens se rendent compte après, un peu par hasard, que c'est des œuvres de Marie-Laure de Noailles. Et on a eu notamment un collectionneur qui avait dit il y a très longtemps qu'il avait une œuvre. On l'a recontacté, il nous a donné une œuvre. Ce qui a été très intéressant aussi, grâce au scrapbook, c'était aussi de remettre en place la collection. C'est-à-dire qu'on a quasiment dans l'exposition de la Villa Noailles, parfois des tableaux par exemple, Max Ernst et Marie-Laure de Noailles ou Max Ernst de Rama qui étaient côte à côte chez Marie-Laure de Noailles. Donc on a réussi à retrouver comme ça, au fur et à mesure, grâce aux photos, et voilà, de faire comme ça là. Oui, en fait, il y a aussi une autre piste, c'était que Jean Cocteau, il signait Jean et une étoile. Et Marie-Laure, elle signait Marie-Laure et une étoile. Sauf que bon, Jean Cocteau, une feuille, pardon. Voilà. Donc elle faisait signature, je crois pas j'en sais rien, parce que alors là, si elle signait juste la feuille, on risquait vraiment pas de trouver qui c'était. Mais peut-être qu'il y a eu des œuvres qui ont été signées que d'une feuille, mais je crois pas. Et elle signait aussi, Marie-Laure, ses livres, parce qu'elle a écrit 10 livres en réalité, qui ont d'ailleurs été réédités il y a pas longtemps, pour certains. Voilà. Excusez-moi, parce que je vous avoir interrompu tout à l'heure. En fait, je voulais juste savoir quand ont été créées l'Union des femmes peintres et sculpteurs. En quelle année? 81. 1881. Wow, Oui, 1881. non, parce que moi, j'y ai exposé dans les années 70, c'est pour ça. Vous avez exposé en même temps que Louis Janin, alors? Je suppose, c'est des collages, justement, des collages féministes que j'ai faits dans les années 70. D'accord. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une question à propos de Louise Janin. Je voulais savoir si les réseaux, en particulier le réseau Soroptimiste, avait œuvré après son décès pour la transmission de son œuvre, puisque vous avez souligné qu'elle n'avait pas forcément justement un relais au travers du couple traditionnel, on va dire. Non, il n'y a pas de traces de mise en avant du travail de Louise Janin par le biais du club Soroptimiste, si ce n'est ces dernières années par des échanges que j'ai pu avoir avec le club où j'ai pu justement parler de l'artiste. Mais je n'ai pas retrouvé de traces de cela par la suite. Vraiment, la collaboration, en tout cas, Louis Janin est membre dans les années 20 et on voit que là, il y a un vrai travail de valorisation en allant dans l'atelier, en faisant des comptes rendus de son travail, où elle expose et au-delà juste des bulletins Soroptimistes, on a aussi la trace dans la presse de ces expositions où on mentionne les œuvres de Louis Janin. Mais après, une fois qu'elle s'éloigne, dans les années 30, j'ai plus du tout de matériaux, d'archives qui témoigneraient encore d'un lien entre le club Soroptimiste et Louis Janin. Alors, oui, éventuellement, juste pour continuer, le lien avec le musée de Blérancourt, en fait, toutes ces archives ont été données au musée avec ces œuvres ou Alors, il y avait un atelier privé qui était à Paris. Le musée est venu récupérer l'ensemble des archives papier, alors qui malheureusement n'étaient pas du tout aussi bien organisées que celles de Noailles, mais a récupéré un certain nombre de tableaux, pas tous les tableaux de l'atelier. Et après, il y en a encore de nombreux autres, plutôt dans des collections particulières pour une grande majorité. Merci beaucoup pour votre présentation et merci Marion pour Louise Janin. Je suis agréablement surprise de constater qu'elle avait aussi contribué à une revue indienne. Et en fait, moi, ce que je trouve très intéressant, de par sa participation à Ishtar, donc revue irakienne éditée à Paris en langue française, et la revue indienne, ça démontre finalement les chemins de rencontre entre les études sur le genre,
ou des études sur des artistes comme des périphériques, donc les autres histoires de l'art. Et en fait, ce que je trouve très intéressant dans cette rencontre de recherche, finalement, c'est comment d'une certaine manière, ces minorités travaillent en réseau et participent finalement à l'écriture. C'est des acteurs actifs de la scène artistique, notamment parisienne de l'époque, et de comment finalement les rencontres entre les études du genre et des histoires de l'art extra-occidentales se font vraiment à travers cette archive, comme vous l'avez très bien dit. L'intérêt finalement de tous ces petits prospectus ou ces petits journaux pour enrichir nos recherches et permettre d'écrire une histoire de l'art, on va dire, plus inclusive. Et je voulais par ailleurs savoir, un peu de détail par rapport à ce drame conjugal. Tu avais aussi montré drame oriental. Et en fait, c'est quoi le rapport entre les deux? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ou... Non, alors l'idée que j'avance, c'est vraiment que Louis Janin, dans ses tableaux abstraits, fait référence, alors j'ai montré le cas du ballet, mais fait référence dans les compositions à des tableaux antérieurs. On retrouve le mot drame qui est commun, je pense que c'est pas du tout anodin dans le choix du titre qu'elle peut faire. Et ça a appuyé cette interprétation de ces deux figures abstraites comme finalement deux figures genrées. Et alors, je suis passée un petit peu vite par manque de temps, mais ça, c'est des choses qu'on retrouve chez d'autres musicalistes, alors de manière encore beaucoup plus marquée chez Henri Valency, qui a fait un film qui s'appelle La symphonie printanière. Vous avez une forme rectangulaire, rouge, masculine, une forme bleue, qui est plutôt arrondie, en courbe, féminine, et qui se séduisent pendant le film, qui se déchirent, etc. Et finalement, on retrouve, à mon sens, probablement la même chose ici, c'est-à-dire que ces deux formes rectangulaires incarneraient deux êtres d'un couple qui se déchirent, avec en plus le terme c'est fini comme ça a été dit. Et puis pour rebondir sur votre remarque, c'est vrai que la pointe d'humour, alors elle n'est pas apparue dans mon analyse, mais ça ne m'étonne pas du tout, et je trouve ça intéressant que vous ayez noté ça, parce que c'est quelque chose de très propre à Louis Janin. Quand on lit ses écrits, il y a des moments, elle est très drôle véritablement. Elle va comparer Brancusi, les sculptures de Brancusi, à des espèces de bananes allongées. Enfin, elle n'y va pas du tout de main morte parfois vis-à-vis de ses collègues, et il y a cette pointe d'humour qui transparaît très souvent chez elle. Et du coup, en voyant aussi ces œuvres, j'ai observé le dialogue qu'on peut faire avec Madiha Harouma. C'est vraiment aussi dans quel sens ces artistes femmes se sont rencontrées ou pas. Parce que je trouve vraiment on peut vraiment faire un travail commun avec l'esthétique de Madiha Harouma, qui est une artiste irakienne et qui a fait carrière aux États-Unis. Donc, dans quelle mesure elles auraient pu aussi se croiser Oui, merci. Vous venez de l'aborder un petit peu, mais j'ai une question sur la pluridisciplinarité de ces artistes, et notamment savoir comment l'œuvre littéraire de Marie-Laure de Noailles peut interagir avec sa peinture. Et puis vous venez de l'aborder un petit peu avec Louise Janin. Est-ce qu'il y a des écrits? Est-ce qu'elle a abordé d'autres médiums artistiques à côté de la peinture? Merci. Je commence. Dans le cadre justement des artistes musicalistes, cette question des relations entre art, c'est une question essentielle. Et Louis Janin a écrit un article en 1933 qui s'appelle « La musicalité picturale », où vraiment elle dresse toute une comparaison avec la musique, cette idée finalement que la musique serait comme la peinture. Elle s'est beaucoup intéressée au théâtre. Là, je vous ai montré aussi deux peintures qui parlent de danse. Donc il y a ce dialogue, même si chez elle, contrairement à d'autres musicalistes, ça ne prendra pas la forme de recherche plus intermédiaire. Elle reste dans le domaine de la peinture et du décor, là où Valency justement s'essaye, alors ce qu'il appelle non pas le film d'animation, mais la ciné-peinture, qui dit déjà en fait que ce médium est pensé comme une extension de la peinture, mais modifiée par le dispositif cinématographique.
Et on retrouve chez d'autres musicalistes l'usage de projections lumineuses qui sont faites sur la scène théâtrale dans les années 30, ce qui est relativement nouveau à l'époque et qui est pensé aussi comme des formes qui mélangent peinture, qui viennent contribuer aussi à cette idée de la scène de théâtre, de l'opéra comme art total. Et pour Marie-Laure de Noailles, en fait, ces livres, c'était plutôt des romans, des fictions, en fait, qui étaient des livres d'écrivains de romans. Sauf un, il me semble, enfin, je sais qu'il y en a un qui est plus, qui s'appelle Journal d'un peintre. Et c'était plutôt des critiques d'art, en fait, sur d'autres artistes, qui soient des artistes classiques ou des contemporains, voilà, de son milieu et de son milieu artistique. Mais il n'y a pas vraiment de correspondance entre ces tableaux et ses écrits, à part ce journal d'un peintre. Et elle a aussi des titres qui sont très, très évocateurs et qui peuvent aussi avoir attrait à la littérature. Voilà. Les titres de ces tableaux sont vraiment... J'aurais pu en mettre, voilà. Mais donc on a fait aussi beaucoup de recherches sur les titres qui sont parfois littéraires. Voilà. Bonjour, c'est plutôt une question pour Joanne à propos de cette femme. Je pense quand même que la question de son nom, enfin de la façon dont elle se passe du patronyme, bon, qui est celui de son mari, mais qu'elle ne reprend pas non plus son nom de naissance, c'est quand même quelque chose de très fort. Et bon, vous avez dit qu'elle avait été soutenue, si j'ai bien compris, par les conditions matérielles dans lesquelles elle vit, du fait de sa fortune propre, mais aussi des relations avec son mari. Mais est-ce que cette signature, ça témoigne d'une gêne? Est-ce que concrètement, le fait aussi qu'elle commence à peindre tard, ça dénote une difficulté à affirmer une forme d'indépendance? Enfin, c'est quand même troublant, quoi. Donc, je ne sais pas si là-dessus, vous avez d'autres pistes, et notamment, est-ce que ça nous renvoie à une hiérarchie sociale, bon, dans ce milieu très élitaire, entre l'écriture et d'autres formes d'expression, notamment bon, la peinture. Est-ce que, donc, bon, cet empêchement des femmes à écrire du 19e est en partie surmonté et que l'empêchement se déplace sur d'autres formes d'expression? Est-ce que là-dessus, vous avez eu, à travers vos études, enfin vos recherches, des indices? Pour la signature, en effet, c'est, comme vous le dites, c'est vraiment une manière de s'affranchir de sa condition de l'élite. Et je pense que d'exister comme une artiste à part entière, sans que ça soit en relation directe avec son statut social. Et là, je recherchais tout à l'heure, j'ai une petite citation, alors je peux vous la lire. C'est vraiment à la toute fin de sa vie. Et donc, c'est dans un article, donc en fait, c'est un article qui concerne sa mort. Et c'est un article de presse donc, qui est relaté par Jacques Paget, qui était journaliste. Et elle dit, donc c'est relaté par Jacques Paget, donc c'est pas elle qui le dit directement, mais c'est lui qui... Je m'appelle Vicomtesse de Noailles, et puis d'autres titres que je n'ai jamais portés. Par conséquent, je ne peux pas être un peintre, un écrivain comme les autres. Quelle époque stupide que la nôtre. Autrefois, un titre n'empêchait pas les gens de reconnaître votre talent. Est-ce qu'on discutait du talent de la marquise de Sévigné, de la Rochefoucauld, du cardinal de Retz et de Vauvenargues? Aujourd'hui, un nom et un titre dans le monde des arts, c'est une tare. Je serai toujours cette absurdité qu'on appelle femme du monde. Voilà, les années 70, fin de sa vie. Donc c'est vraiment... Et en fait, entre la relation entre écrivaine et artiste, elle a commencé par être écrivaine. Elle est d'abord écrivaine, en tout cas publiquement. Elle publie d'abord des romans et ensuite elle devient artiste. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je ne sais pas si... On va prendre une dernière question. C'était à propos de Louise Janin. Vous avez dit qu'elle était peintre et également décoratrice. Finalement, qu'est-ce qui la faisait vivre ?
Alors, c'est vrai qu'on n'est pas revenu sur finalement l'origine sociale de Louis Janin. Louis Janin n'avait pas forcément besoin de vendre ses œuvres. Elle venait d'une famille très, très fortunée. Elle a vendu quelques tableaux, elle a eu quelques commandes de décoration, mais elle n'en avait pas besoin. Elle n'a pas comme ça. Je n'ai pas retrouvé justement de cahier de vente très, très important. Et c'est pour ça aussi qu'il reste quand même un certain nombre d'œuvres dans la famille encore, et puis dans les archives. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est la fin de cette session, mais les intervenantes et intervenants restent évidemment, j'imagine, disposés à répondre à des questions qui n'auraient pas pu être posées. Désolée pour ça, mais il faut donc libérer l'endroit pour la pause déjeuner. Voilà, et je laisse Manon annoncer la suite. Alors, pour la pause déjeuner, on a donc 1h45. On se retrouve ici à 14h. On aurait beaucoup aimé vous inviter toutes et tous à déjeuner, mais bon, on connaît les situations budgétaires des collectivités territoriales. Néanmoins, on se retrouve à 14h. Et n'oubliez pas le temps convivial ce soir à 17h30 dans l'accueil du musée, qui sera l'occasion de papoter de manière plus informelle. Et les intervenantes et intervenants au colloque sur les 2 jours sont invités à nous suivre. On va déjeuner ensemble dans une petite salle derrière. Voilà. À tout à l'heure.